AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce mardi 8 novembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne Alger après avoir participé à la COP27 en Égypte et multiplié les rencontres avec nombre de ses homologues. Coopération, l'Algérie et la Chine signent le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026. Il vise notamment l'intensification des contacts et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Sahara occidental, six nouvelles plaintes déposées contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève pour que justice soit faite 12 ans après les violences du Marzen visant le camp de Deyemizik. Et aux États-Unis, la gouvernance de Joe Biden pour les 2 ans à venir et un potentiel retour de Donald Trump en 2024, c'est en somme l'enjeu des élections de mi-mandat de ce mardi. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger hier soir au terme de sa participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. En marge de ce sommet, le président Tebboune a multiplié les rencontres avec nombre de ses homologues, notamment français, Emmanuel Macron, qui l'a félicité pour la réussite de la 31e session du sommet arabe qui s'est tenue les 1er et 2 novembre à Alger. En marge de la COP27, le président algérien s'est aussi entretenu avec le président bulgare Roumen Radev. Et toujours à Sharm el-Sheikh, le président algérien a reçu la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Abdelmadjid Tebboune a aussi reçu le Premier ministre néerlandais Mark Rutte en marge des travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et avant de quitter Sharm el-Sheikh, le président algérien a aussi rencontré plusieurs de ses homologues africains. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la signature par l'Algérie et la Chine du deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026. Le ministre des Affaires étrangères, Tala Mamra, et son homologue chinois Wang Yi ont annoncé conjointement ce plan qui vise la poursuite de l'intensification des contacts et de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines, dont l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la santé et la culture, outre le renforcement de l'harmonisation des stratégies de développement entre les deux pays. Et en parlant de coopération stratégique, la Russie vient de saluer ce mardi la volonté de l'Algérie d'adhérer aux BRICS, une information qui vous sera développée dans nos prochaines éditions. Et en parlant d'économie algérienne, le groupe Sonatrach a annoncé l'entrée en production d'un champ pétrolier au niveau du bassin de Berkine, dans la wilaya de Ouargla, en partenariat avec le groupe italien Eni. La mise en production de ce champ est intervenue en octobre, soit 7
mois seulement après sa mise en évidence par le premier puits d'exploration grâce à un développement en mode accéléré, fast track. Ce champ pétrolier produit actuellement 10 000 barils équivalent pétrole par jour. Je vous en parlais en titre le 8 novembre 2010, une date qui restera gravée à tout jamais dans la mémoire des Sahraouis et les défenseurs de leur cause. Le camp de Gdeyemizig restera témoin de l'atrocité marocaine, démantèlement violent et arrestation abusive. 12 ans après, une coalition d'avocats et d'ONG vient de déposer 6 nouvelles plaintes au cours de ce mois de novembre contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Mohamed Amina Barkan. 12 ans après le démantèlement du campement de Gdeyemizig, la quête de la justice pour les faits de torture sur les prisonniers sahraouis continue. Une coalition d'avocats et d'organisations non gouvernementales engagées dans sa lutte contre l'impunité et les crimes a déposé 6 nouvelles plaintes en novembre 2022 contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Leur première condition reste la libération de tous les prisonniers condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Condamné à plusieurs reprises par le comité contre la torture, le Maroc refuse systématiquement de se conformer aux décisions du comité. Malgré les menaces et les représailles à leur encontre et à l'encontre de leurs familles, malgré les intimidations de leurs soutiens, associations et avocats surveillés à l'aide du logiciel Pegasus, les requérants confiants dans les institutions internationales continuent de saisir les Nations Unies de leur situation inhumaine. Pour le collectif d'avocats qui défend la cause sahraoui, tous les prisonniers condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture et détenus arbitrairement doivent être libérés et le Maroc doit assurer leur droit à réparation. En octobre 2010, plus de 20 000 civils sahraouis, hommes, femmes, enfants, s'étaient réunis spontanément et pacifiquement à proximité de l'Aïoun, capitale des territoires occupés du Sahara occidental, pour dénoncer l'oppression sociale, économique et politique marocaine. Le campement dit de la liberté et de la dignité de Gdeyemizig s'établissait pour un mois. Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines démantelaient le campement dans la violence et interpellaient des centaines de manifestants pacifiques. Au Mali, à présent, 6 casques bleus de l'ONU ont été blessés par 2 explosions ayant touché leur convoi et sont à présent soignés dans la ville de Sévaré, selon une porte-parole de l'ONU. Les casques bleus, qui appartiennent au contingent togolais, ont été blessés lorsque leur convoi était touché par 2 engins explosifs artisanaux dans le secteur de Douentza, dans la commune de Dangolboré. En Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa s'est joint aux personnes en deuil lors d'un service funèbre pour les 19 victimes d'un accident d'avion de ligne qui s'est abîmé dimanche dans le lac Victoria alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Bukoba. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier du pays depuis des décennies. Mes chers compatriotes tanzaniens, notre gouvernement continuera à prendre des mesures strictes pour s'assurer que le transport aérien est à nouveau sûr et que les compagnies aériennes respectent toutes les normes internationales dans la prestation de leurs services dans le pays. Je vous invite tous à continuer à utiliser les transports aériens. Dans l'actualité également, des responsables du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités rebelles de la région du Tigré discutaient hier à Nairobi des modalités de désarmement des troupes rebelles prévues par l'accord de paix signé le 2 novembre, baptisé Accord pour une paix durable via une cessation permanente des hostilités, censé mettre fin à la guerre qui oppose depuis novembre 2020 dans le nord de l'Éthiopie les rebelles tigréens à l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés.
Le Premier ministre a convoqué les présidents régionaux, les ministres, les dirigeants politiques, afin qu'ils s'engagent tous et fassent de leur mieux pour tendre la main à la population du Tigré, et aussi pour soutenir le processus de paix et réconforter tout le monde jusqu'à ce que la justice sociale de transition commence, que le processus de responsabilité soit lancé. Mais ce qui est le plus important, c'est de tendre la main à la population pour lui fournir de la nourriture et des médicaments. Nous pouvons avoir certaines tendances à revenir à de vieilles habitudes. Mais plus les gens ont confiance, plus ils voient de l'espoir dans ce que nous faisons sur le terrain, moins il y a de chances que des gens comme moi et Redouane détruisent l'espoir des soldats de retenir leur feu. L'Italie durcit sa politique migratoire. Les navires d'ONG ne sont plus tolérés dans les ports italiens. Le nouveau gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a pris des mesures en vue de contrer le débarquement de milliers de migrants secourus chaque année par les navires d'ONG. Seuls les mineurs et autres migrants souffrant de problèmes médicaux sont autorisés. Neila Hamouda. Des dizaines d'Italiens ont manifesté devant le navire Geo Barents. Ils réclament la libération des migrants piégés dans une impasse entre les navires d'ONG et le nouveau gouvernement italien. Le gouvernement de Giorgia Meloni a autorisé le débarquement de mineurs et d'autres migrants souffrant de problèmes médicaux. Une joie de courte durée, car tous n'ont pas obtenu ce sésame pour fouler le sol italien. Un signe de désespoir après plusieurs jours à bord du navire Geo Barents. Il y a peu de temps, l'état de souffrance aiguë des migrants a conduit 3 d'entre eux à se jeter à la mer. Ils sont maintenant hors de l'eau et ils semblent aller bien. Nous vérifions comment ils vont au niveau psychologique. Nous savons déjà qu'ils sont à un niveau élevé de souffrance. À bord, la situation est très critique. La situation à bord de navires d'ONG SOS Humanity et Geo Barents s'aggrave. Nous avons maintenant 214 personnes à bord. La nuit dernière, nous avions 215. Mais nous avons dû faire une évacuation. Nous avons dû appeler une ambulance. Il y a un stress important au niveau psychophysique. Le gouvernement italien d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni s'est engagé à durcir sa politique vis-à-vis des migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe. Selon les chiffres officiels, plus de 87 000 personnes ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. Et je vous en parlais en titre, c'est jour de vote aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Les Américains sont appelés à renouveler la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Un vote qui déterminera également la façon dont Joe Biden pourra gouverner les 2 prochaines années, en particulier face à un potentiel retour de Donald Trump en 2024. Nariman Zekar. Des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour les fameuses midterms, décisives pour l'avenir politique de Joe Biden et de Donald Trump, 2 ans après la victoire des démocrates face aux républicains. Les électeurs sont invités à voter pour renouveler la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat, l'occasion pour différentes villes et comtés de voter pour des référendums d'initiative populaire ou pour renouveler divers fonctionnaires locaux. Joe Biden avait appelé le pays lors de ses meetings à défendre la démocratie au moment où son prédécesseur promettait une très grande annonce la semaine prochaine, laissant présager une nouvelle tentative pour accéder à la Maison-Blanche. Nos vies vont être façonnées par ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Cela va déterminer à quoi ressembleront les prochaines décennies. Aujourd'hui, nous faisons face à un point d'inflexion. Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger et nous savons que c'est votre moment pour la défendre. Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leur chance de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès. Si vous voulez la sécurité pour votre famille et la sécurité pour votre communauté, vous devez voter pour éjecter tous les démocrates et élire les républicains tout au long de ce scrutin. À travers le pays, les bureaux entrent en action tôt ce matin. Le résultat de ces élections sera crucial.
La victoire des Républicains pourrait lui offrir un tremplin idéal pour une candidature à l'élection présidentielle de 2024. La perte du contrôle des deux chambres du Congrès serait lourde de conséquences pour le président Biden, qui a jusqu'ici dit avoir l'intention de se représenter en 2024, préfigurant un possible remake du duel de 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.